GLQ 1100, Géologie générale, chapitre 12, le pergélisol, module 3, les processus périglaciaires. Les processus périglaciaires sont toujours reliés à la présence d'eau dans le sol. Certains de ces processus peuvent se produire partout où les sols gèlent en hiver, même si ce gel n'est que saisonnier et disparaît l'été suivant. C'est le cas de la gélifraction, qui est le principal processus responsable de la formation des talus déboulés dans les régions froides. L'eau s'infiltre et gèle dans les fissures d'un rocher et la force d'expansion de l'eau qui gèle peut générer des pressions de l'ordre de 2 tonnes par centimètre carré. L'efficacité de la gélifraction dépend du degré d'altération de la roche et de la présence de fissures, bien sûr. Allons dans les notes de cours pour détailler les autres processus. Maintenant, le soulèvement par le gel. Dans la suite de figures qu'on a ici, on a un profil de sol. C'est un sol gélif, c'est représenté par la couleur jaune. Et la trame en noir ici montre la progression du gel. Dans ce sol gélif, on a un objet qui est représenté ici. Ici, c'est une simple sphère. Ça pourrait être un caillou, mais ça pourrait être un poteau enfoncé dans ce sol gélif ou même la base d'une fondation d'un petit immeuble, une fondation qui n'a pas été enterrée assez profondément. On comprend ici. Et on va voir comment ça va se faire soulever. Donc, le gel commence. Et comme les matériaux sont gélifs, cette tranche gelée ici cause déjà un léger soulèvement de la surface du sol. Le gel a déjà adhéré à l'objet qui va se faire éjecter. On poursuit la descente du gel dans le sol et comme l'objet s'était déjà collé à la glace, eh bien, l'objet va tout simplement se faire tirer de sa position. Dans le vide qui se crée ici, bien sûr, ça va se remplir d'eau. Et cette eau-là va geler quand le niveau du gel va être rendu en dessous de l'objet. Donc, l'objet est maintenant a une lentille d'eau en dessous. Maintenant, on regarde la progression du dégel. Le dégel, ça va commencer par la surface. Et au fur et à mesure que ça dégèle, ces matériaux vont lentement se recompacter. Quand on arrive à la sphère ici, la sphère ne peut pas descendre parce qu'elle est supportée par une lentille de glace en dessous. Donc, les matériaux qui se recompactent vont couler de chaque côté et quand le gel va avoir complètement disparu, l'objet va s'être rapproché de la surface du sol. On répète ce cycle-là pendant plusieurs années et l'objet va émerger à la surface du sol. Si c'est un poteau, eh bien le poteau va sortir du sol et tomber sur le côté. Si c'est une fondation d'un petit immeuble, eh bien la fondation va se faire soulever et l'immeuble va être gauché. On comprend que ce n'est jamais uniforme, ce processus-là, et ce gonflement dû au gel est suivi d'une compaction au moment du dégel. Ça va être également responsable de la formation d'une morphologie qu'on voit souvent dans les régions arctiques, les buttes de toundra. Maintenant, regardons un autre processus. En fait, c'est essentiellement la même chose, mais sur un terrain incliné. On appelle ça la reptation de pente cette fois-ci. Donc, on a la surface initiale avant son gel. C'est un sol gélif. Au moment où il est au maximum du gel, la surface va se soulever jusqu'ici. Ça va se soulever, évidemment, normal à la surface. Mais quand ça va dégeler, eh bien, l'objet va descendre à la verticale, tiré par la gravité terrestre. Et là, on comprend que l'objet va avoir légèrement avancé sur la pente.
On répète ce cycle-là année après année et l'objet est lentement tiré vers le bas de la pente. Ce lent mouvement est responsable d'une morphologie importante qu'on voit dans les régions nordiques, les sols striés. À ça, on pourrait rajouter le mécanisme de la solifluxion. Hein, quand les matériaux sont gonflés par le gel ici, au moment du dégel, si on a une pente, il peut y avoir un autre processus. Hein. Cette masse décompactée par le dégel peut lentement s'écouler sur la pente. On va appeler ça de la solifluxion. Donc, le mécanisme essentiellement montré par la figure, c'est la reptation de pente, mais le mouvement sur la pente peut être accéléré par la mise en mouvement des matériaux décompactés par le gel eux-mêmes. On appelle ça de la solifluxion. Maintenant, on va regarder un dernier processus. On l'appelle cette fois-ci la contraction thermique. Étonnant, hein? On vient de parler de gonflement par le gel, puis maintenant on va parler de contraction par le gel. Eh bien, c'est dû au fait que la glace a son volume maximum à 0 degré Celsius. Si on refroidit la glace à moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, eh bien, ça va lentement se contracter. Et tout comme de la boue qui sèche quand on a un sol gélif qui a été gonflé par le gel, si on descend à la température très basse, ça va se contracter et se fissurer à l'image de la boue qui sèche. Vous avez déjà vu des fentes de dessiccation dans de la boue. Eh bien, les mêmes matériaux, si on les gèle profondément, vont se craqueler également. Et les fissures ne seront pas causées par le départ de l'eau, mais plutôt par la contraction de la glace par un grand froid. Et là, bien, regardons le mécanisme sur une base de plusieurs années. Donc, la première année, il se fait d'abord une première fissure. Quand le mollisol va se former l'été suivant, eh bien, une partie des matériaux va s'écouler pour remplir la fissure. Et là, bien, ça fait comme un plan de faiblesse qui est conservé dans la partie pergélisol ici. Au prochain cycle de grand froid, la craque due au gel va se reproduire au même endroit. Et là, bien, à nouveau, quand le mollisol va se former, cette fissure va se remplir d'eau et de sédiments apportés venant du mollisol. Ainsi de suite, et jusqu'à temps qu'on ait la formation d'un coin de glace à l'intérieur du pergélisol. Et là, bien, on fait juste regarder une seule fissure. Ces réseaux de fissures forment, quand on regarde ça en plan, une série de polygones et ce processus est responsable de la formation des sols polygonaux. Maintenant, est-ce que ces processus de fissuration peuvent se produire dans la région de Montréal? Hein? On pense bien que non. Hein? Eh bien, dans les sols, on n'a jamais observé ça. Hein? Mais ça se produit sur la glace des lacs. Si jamais vous restez dans la région de Montréal à côté d'un grand plan d'eau, vous avez probablement déjà été témoin de ça, par très grand froid en hiver, la glace d'un lac qui recouvre un lac peut craquer. J'ai moi-même un vécu là-dessus. Ma maison familiale était à côté d'un petit lac de barrage et par très grand froid en février, hein, ça l'ébranlait la maison. Une craque vient de se former sur le lac qui est juste à côté. On n'était pas du tout inquiété de ça parce que c'est un phénomène familier. Et bien sûr, le lendemain, on pouvait voir la fissure qui s'était formée sur le lac et très souvent de l'eau qui avait sorti de la fissure et qui avait
immédiatement gelé à côté de cette fissure-là. Bon, eh bien, ceci complète le module 3 sur les processus périglaciaires.